ici plutôt à titre personnel pour faire un partage de mon expérience. Je suis adhérente au réseau Accueil Paysan qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et on m'a demandé de présenter également le réseau Accueil Paysan en ma présence ici. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Je suis assez récente dans ce réseau qui est vaste et qui est assez ancien. Donc je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas j'ai des outils et un diapo confectionné par des adhérents en communication. Voilà. Pour ma part, je suis actrice rurale. Donc, je vis sur des lieux collectifs depuis une bonne dizaine d'années maintenant, sur des lieux où il y a souvent une grande ou moins grande part agricole. J'ai des inspirations de ma vie passée, enfin de ma vie dans l'agricole de par mes grands-parents et du social par ma famille aussi. Et moi, personnellement, je suis ni d'un milieu ni de l'autre. Je suis de formation de coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai remodelé ça aussi. Je fais de la coiffure sociale et itinérante. Donc, je vais coiffer sur les marchés et dans des lieux de vie pour des personnes handicapées. Et le fait de vivre sur des lieux collectifs et en milieux très reculés et ruraux pose la question de qu'est-ce qu'on va y faire. Pour moi, ça a du sens de vivre sur des lieux comme ça, au niveau évidence et sentiment de bien-être. Et comment développer une activité sur ces lieux-là. De par Accueil Paysan et les rencontres que j'ai pu faire sur mon dernier lieu de vie où j'ai passé 4 ans, j'ai pu rencontrer des gens très chouettes, des membres d'Accueil Paysan qui du coup m'ont fait rentrer dans le réseau et par qui j'ai commencé à accueillir des enfants de l'aide sociale à l'enfance, plutôt petite enfance, voilà, qui viennent régulièrement pour certains. J'en accueille un à la fois, ils peuvent se retrouver à 2 exceptionnellement, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'un accueil individuel pour que l'enfant puisse sortir du côté collectivité d'où il est accueilli en foyer, en structure, et pour un séjour de ressourcement. Voilà. Donc les effets sont à chaque fois très intéressants et vraiment... Voilà, je dis souvent, on ne reçoit pas l'enfant qu'on nous présente au téléphone, quoi. C'est pas la même personne. Donc maintenant, je demande qu'on me présente moins l'enfant parce que, de toute façon, ça sert à rien parce que, voilà. Et c'est pas magique, c'est pas parfait non plus. Il y a des situations qui sortent, mais le fait que ça soit hors structure complètement, qu'on n'ait pas le rôle d'éducateur et qu'on ne le soit pas du tout, le fait de la diversité des gens qui y vivent. Souvent, je suis la référente de l'enfant, mais ça a été aussi étendu à mon collectif. Plusieurs personnes y ont trouvé cœur et intérêt, donc qui ont aussi été référents à certaines situations d'enfants. Et les enfants, alors, se réfèrent à la personne qui les accueille, mais du coup, vont piocher un peu chez chaque personne qui sort un peu du côté familial classique, que je trouve qui est très précieux aussi pour ces enfants-là qui ont un schéma familial complètement dysfonctionnel et éclaté et qui auront peut-être et sûrement du mal à reproduire ce schéma-là. Donc de leur proposer un autre mode de vie, d'un clan, d'un groupe qui fonctionne avec ces harmonies et ces dysfonctionnements aussi, comme tout groupe humain, mais voilà, des amis, des gens qui se rencontrent autour d'un intérêt commun, de l'écologie, de la vie rurale. Donc voilà, aujourd'hui, je vous partage un peu mon expérience personnelle et le réseau. Moi, personnellement, dans le réseau, je suis adhérente depuis bientôt 4 ans et investie un peu plus fort depuis 2 ans en tant que référente de l'accueil social en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'essaye de faire le lien entre le côté national de l'association Accueil Paysan, qui travaille sur des sujets un petit peu plus politiques et de réflexion de travail sur des copiles, des commissions, de faire le lien entre ces travaux-là et vraiment la dynamique du réseau local. On essaye de créer des rencontres collectives, d'être en lien les uns avec les autres, de se rencontrer, d'échanger des pratiques
et de fédérer des nouveaux porteurs de projets. Donc voilà, je transmets les connaissances, les autres adhérents aussi. Enfin voilà, j'essaye de faire du lien aussi en local. Et voilà pour moi. Donc au niveau du réseau, donc c'est un réseau d'adhérents pratiquants, donc dans des milieux ruraux. On forme la Fédération nationale accueil paysan. La vocation étant de défendre et de promouvoir une agriculture paysanne, citoyenne et territoriale du monde rural diversifié, solidaire, écologique et vivant. Donc c'est un réseau qui existe depuis plus de 30 ans, qui est créé, pensé et animé par les paysans et les acteurs ruraux. Ça, c'est un point vraiment important et qui fait vivre vraiment le lieu, en fait. C'est que ce sont les adhérents qui s'investissent et qui donnent des idées, qui impulsent voilà, la dynamique et le fonctionnement. Diversité des formes d'accueil pratiquées, espace de découverte et d'échange qui permet la transmission de la culture paysanne et de la sensibilisation aux problématiques écologiques et sociales. Donc dans l'accueil paysan, la majeure partie des accueils est de l'accueil touristique, en gîte, en camping à la ferme, en plusieurs formes d'accueil. Et depuis 10-15 ans, l'accueil social se développe avec des moyens et plus d'activités à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un réseau qui regroupe 1200 adhérents en France, 800 lieux d'accueil, dont 104 en accueil social au niveau national, et en Auvergne-Rhône-Alpes, donc la région d'où je viens, 200 adhérents et voilà, 15, plutôt 20 maintenant en accueil social en ce moment, entre 20 et 25. Au niveau de la charte accueil paysan, elle est assez intéressante, il y a 10 points. Accueil paysan est une partie intégrante de l'activité agricole. Donc, elle parle de solidarité et de respect de l'environnement. Accueil paysan est acteur de vie. L'accueillant, l'accueillante fait connaître son métier, son environnement et son lien à la terre et au vivant. Voilà, ça y est, le côté vraiment de l'outil d'accueil et de partage. L'association est pensée et organisée par celles et ceux qui en vivent. Accueil paysan est pratiqué dans un souci d'échange et de respect mutuel. Il y a le facteur de développement local. Accueil paysan se veut ouvert et accessible à toutes et tous. Les accueillants garantissent l'origine et la qualité des produits paysans qu'on propose. On propose également un confort adapté à l'habitat local. Il y a un réseau international également chez Accueil Paysan. Et l'idée est de valoriser les identités paysannes, de partage d'un art de vivre, inventer et cultiver des lieux de résistance et de création. Donc maintenant, il y a de plus en plus développé un groupe aussi d'accueil d'artistes, par exemple, à la ferme, d'activités artistiques en tout genre. Donc il y a plusieurs formes d'accueil, comme je disais. Il y a les accueils touristiques, sociaux, plus spécifiquement les accueils d'enfants et les ventes de produits à la ferme. Les accueils sociaux en particulier se font vraiment dans un souci d'individualité. Donc on accueille un enfant, 2, le cahier des charges dit 3 maximum, dans l'idée aussi de ne pas séparer les fratries parfois quand on les accueille. C'est des séjours de rupture pour les enfants. Ça peut être des séjours qui sont répétés, le fait que ça fonctionne avec un enfant reviennent régulièrement auprès de nous. Il y a un lien dans les activités qui leur plaît particulièrement, que ce soit avec le potager, la transformation de produits en cuisine, les animaux, bien sûr, voilà, en fonction de l'enfant et des intérêts et de ce qu'il y a à faire sur place, on adapte. Et il y a aussi également des accueils d'urgence qui ne sont pas forcément renouvelés, qui peuvent aller jusqu'à 2 mois de durée. Et voilà. Donc le support est bien sûr le lien à la terre et au vivant. Et la partie professionnelle, on travaille toujours avec une structure d'envoi. Donc on n'accueille pas d'enfants tout seul. Il est déjà référencé, accueilli par une structure ou par l'ASE. Et cette structure-là reste référente de l'enfant tout le long de son séjour. On a un référent à qui
avec qui on est en lien, avec qui on suit le parcours de l'enfant ou de la personne accueillie. Moi, je parle beaucoup de l'enfant parce que c'est la partie la plus importante des accueils et celle que je pratique et le cahier des charges que je connais le mieux. Il existe aussi des accueils de groupe avec accompagnateurs, ce qu'on appelle les accueils pédagogiques, à la journée ou avec hébergement, des accueils de personnes de handicap, en situation de handicap, social d'adultes, de familles, comme du soutien à la parentalité, des personnes âgées et des personnes en situation de migration, évidemment, demandeurs d'asile. Ça, c'est les différents types de publics. Il y a 9 cahiers des charges différents chez Accueil Paysan. Donc certains regroupent plutôt l'accueil touristique. Et en ce qui concerne l'accueil social, il y a le cahier des charges des enfants avec hébergement, donc plutôt les groupes avec un éducateur. Les accueils sociaux, donc plus individuels, à la journée ou avec hébergement. Et les accueils pédagogiques. Le système de participatif de garantie, donc on appelle ça la labellisation. Il ne s'agit pas d'un agrément du département. C'est vraiment important de faire la distinction. C'est une labellisation donc, qui est réalisée par ses pairs et les citoyens. Donc les membres de l'association suivent une journée de formation de labellisation, donc pour vraiment prendre en compte le cahier des charges, lequel on pratique souvent, parce qu'on le connaît mieux vu que c'est notre activité, et du coup qui nous rend capable d'aller visiter des nouveaux porteurs de projets pour à nouveau les labelliser, les faire entrer dans le réseau, leur parler des personnes qui peuvent être autour d'eux pour les mettre en lien, voilà. Mais c'est nous tous qui faisons ça, il n'y a pas de personnes qui labellisent et en dessous les labelliser. Le parcours de labellisation est en plusieurs étapes. Donc, il y a une demande, une prise de contact par les porteurs de projets qui seraient intéressés par le réseau, une rédaction d'un projet d'accueil, donc avec une trame qui est définie pour vraiment nous présenter le projet, le type de personnes qu'ils voudraient accueillir, nous parler des réflexions, du stade où ils en sont déjà, de l'impact que cela pourrait avoir sur leur foyer aussi, sur leur activité agricole ou en milieu rural. C'est un projet avec une trame assez détaillée et assez guidée pour aussi que nous, on comprenne bien le projet dans lequel les personnes sont et peut-être pour sortir aussi des petits questionnements qu'on n'aurait pas pensé avoir avant de parcourir cette trame du projet d'accueil. Il y a une demande de participation à une journée autodiagnostique, pas à pas qu'on appelle, donc c'est une journée collective où des anciens adhérents, des plus anciens, des nouveaux et les nouveaux porteurs de projets participent donc dans une idée de se rencontrer, de partage de connaissances, d'expériences aussi. Et la dernière étape est la visite de labellisation. Donc 2 membres qui ont suivi cette journée de formation labellisateur se rendent sur le lieu pour ressentir aussi le lieu, s'assurer que le cahier des charges en ce qui est demandé est rempli, et puis toujours dans cette idée de partage et d'échange et de côté humain, qui est très important. Il y a plusieurs outils qui nous permettent de faire tout ça et qui sont très bien pensés et chouettes sur lesquels s'appuyer, qui nous apportent aussi une légitimité auprès des structures d'envoi des personnes accueillies, qui montrent que voilà, on a aussi toute une structure avec nous et des documents officiels qui nous protègent, qui les protègent, qui assurent un lien sérieux, donc des conventions types, des contrats, des fiches d'accueil, des fiches de projet. Il y a également des livrets très complets qui ont été faits il y a quelques années, en collaboration Accueil Paysan et les CIVAM, donc les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture. Il y en a 6 différents, comme par exemple définir son prix d'accueil ou créer son projet à la ferme. J'en ai quelques-uns avec moi si ça vous intéresse de feuilleter. En outil, il y a également l'espace en ligne. Donc il y a un site internet avec plusieurs volets. Il y a le volet accès au public qui cherche, eux, des accueils, donc soit touristiques, soit sociaux. Et il y a l'intranet et le blog interne pour les adhérents, où on peut retrouver tous les outils et plus.
être visible et communiquer les uns avec les autres. Donc il y a des annuaires, voilà, c'est un outil qui évolue pas mal, qui s'est pas mal amélioré, qui est un très bon outil en interne. Il y a une grille établie de prix pour essayer de guider les adhérents et justement aussi essayer de se donner un aplomb auprès des structures. Et comme on en a parlé tout à l'heure, il est parfois difficile de valoriser ces accueils et établir un prix de journée. Voilà. Donc le réseau travaille sur ça aussi pour un soutien auprès des adhérents, pouvoir s'y référer, pouvoir échanger aussi. Alors c'est pas quelque chose qui est demandé et fixe, c'est plus un guide et un soutien. Au niveau d'une journée avec nuitée sur un enfant par exemple, on est à 120 € conseillés. Moi, dans ma région, j'applique plutôt 80 € pour l'instant. J'ai du mal à faire avancer ça pour moi-même et puis pour les structures avec lesquelles je travaille. Mais vu l'accompagnement qui est fourni et les formations qu'on met derrière, le lien ensemble, l'échange de pratiques et tout ça, on aimerait pouvoir valoriser ça parce que on voit l'effet que cela a sur les enfants, sur les accueils, sur nous. Et que c'est aussi une valorisation importante à ce niveau-là. Si les accueils répondent à un besoin de lieu, d'hébergement, individualisation de l'accompagnement, nous y voyons néanmoins plus que des familles d'accueil offrant gîtes et couverts. Nous considérons que la ferme et le milieu rural représentent des supports spécifiques d'accompagnement, ayant un apport singulier pour les personnes. Évidemment, chaque personne qui a eu accueilli ou accueille se rend bien compte que le support qu'il peut proposer et le lien à la terre et son contexte familial qui peut être différent selon chaque accueillant, mais voilà, le côté vraiment d'accueillir à sa maison, en fait, dans son foyer, a des effets humains très forts dont on essaye de mettre des mots pour se justifier auprès des institutions. Mais en tout cas, l'effet n'est plus à prouver, comme on disait hier avec Jean-Paul. Mais des fois à expliquer quand même. Donc il y a des gens, heureusement, qui travaillent sur ça. Plus en interne, au niveau de la commission accueil social, sur laquelle je suis impliquée aussi. Donc plusieurs de nos associations, donc plusieurs régions qui se regroupent du coup plutôt en visio et parfois en présentiel, mais c'est plus rare, qui réfléchissent sur des thèmes principaux tels que la labellisation. Donc on a essayé pour homogénéiser cette labellisation pour que chaque personne puisse avoir voilà, donc par exemple des mises en réalisation de journées de formation pour que, oui, chacun de nous puisse aller labelliser, mais se sente aussi les outils pour le faire. On réfléchit autour de la reconnaissance institutionnelle et puis nos liens aux partenaires. Voilà, donc c'est plusieurs sujets, évidemment, qui nous aident dans nos pratiques au quotidien. Plus précisément, en 2022, il y a la loi relative à la protection de l'enfance, la loi Taquet, qui a été votée. Et cette loi entend d'améliorer la situation des jeunes accueillis, des jeunes mineurs et jeunes majeurs, qui dépendent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc elle prévoit, entre autres, d'arrêter les sorties sèches à la majorité en proposant un accompagnement pour les 18-21 ans. Et elle tente de moderniser aussi le métier des assistants familiaux. Donc il y a l'article 7 qui prévoit de modifier les encadrements dans les lieux de placement et qui voudrait qu'ils soient assurés uniquement par les assistants familiaux, donc qui bénéficient d'un agrément du département, ou soit par les établissements et les services autorisés. Il y a une clause qui dit qu'elle prévoit, à titre exceptionnel, cette prise en charge qui pourra être réalisée pour 2 mois maximum dans des structures d'hébergement, comme Jeunesse et Sport, ou des structures déclarées, ce qui est le cas d'accueil paysan. Et cette possibilité sera réservée aux situations d'urgence et de mise à l'abri. Il y a beaucoup de réflexions et de pensées qui sont autour de cette petite clause qui nous permet de continuer dans les accueils, de se faire reconnaître et valoriser auprès des structures. Parce que voilà, au niveau départemental, c'est une clause qui
par moment, on demande d'être retiré complètement et de rester vraiment seulement dans le cadre officiel des institutions et des assistants familiaux. Aujourd'hui, chez Accueil Paysan, on observe que certaines régions, comme l'Ille-et-Vilaine, c'est pour l'instant la seule qui a signé des conventions de partenariat directement avec son département et qui peut, pour les accueils de moins de 2 mois, accueillir. C'est une solution reconnue, sans aucun souci, sans aucune entrave. C'est directement les départements qui vont les contacter. Il y a une fluidité déjà très importante. Pays de la Loire sont aussi bien avancés dans cette démarche. Aujourd'hui, certains départements comme l'Eure et la Drôme ont été contactés aussi, au niveau de la FNAP, par les départements pour discuter, comprendre, voilà. Et donc, on l'espère, établir des conventions plus fluides avec les structures qui, encore aujourd'hui, parfois ne nous connaissent pas ou très peu, ou du coup, par le manque de connaissances, on manque de confiance. Donc, c'est tout un travail qui est assez énergivore, bien qu'intéressant, avant qu'un accueil soit possible, de convaincre, si j'ose dire, la structure, l'éducateur qui nous appelle pour le bienfait et le sérieux de nos accueils aussi, et le suivi et le lien entre nous, voilà, que ce ne soit pas un enfant qu'ils vont laisser au milieu de la campagne sur un chemin en terre à 2 heures de chez eux sans plus aucune nouvelle parce qu'il n'y a pas de réseau. Non, il y a du réseau, on peut s'appeler, on reste en contact, on est en contact avec d'autres accueillants, on suit des pratiques, voilà, donc c'est important. Mais c'est vrai qu'on a envie que ça évolue et pouvoir se concentrer sur nos accueils plutôt que sur des aspects politiques. En tout cas, pour ma part, il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, et heureusement. Donc voilà, pour Accueil Paysan. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport justement aux prescriptions. Est-ce que il y a une centrale à Accueil Paysan qui reçoit les demandes de placement et puis qui va ensuite consulter les fermes, ou chaque ferme essaie de trouver des collaborations pour avoir des placements d'enfants? Et combien de placements jour, nuit, ça représente par année et en général? Alors, je pense qu'en Ille-et-Vilaine, du coup, cette région bien avancée là-dedans, peut-être ont ce fonctionnement-là plus global avec leur département. En ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, non, c'est plus les structures qui vont nous contacter directement. Et c'est plutôt un lien de bouche à oreille, en fait, parce que c'est des milieux qui se connaissent. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à accueillir un petit qui avait vraiment besoin d'un hébergement, qui était chez une voisine qui ne pouvait plus continuer de l'accueillir parce que l'âge ne correspondait plus avec l'âge de son fils et que voilà, c'était un petit peu en décalage. Et ensuite, ça se passait bien. Donc, cette structure a continué de nous envoyer des petits. Et puis finalement, mes colocataires s'y sont mis aussi. Et puis un autre foyer a entendu parler de nous, donc nous en a envoyé aussi. Enfin voilà, ça se fait plutôt comme ça aujourd'hui. Et puis nous, pareil, quand on a des demandes et qu'on n'a plus de disponibilité, on envoie chez des collègues Accueil Paysan. Donc pour l'instant, c'est vraiment en interne. Au niveau des chiffres, je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a eu un sondage fait, j'ai le lien, donc ça, je pourrais le transmettre pour peut-être le partager. Des sondages plus précis au niveau des chiffres, en sachant que c'est toujours une partie des... je ne sais pas si je peux revenir dans ce sens-là. Non. C'est seulement une partie des adhérents qui répondent, donc même ces chiffres-là restent pas complètement justes dans les chiffres, mais en tout cas, aujourd'hui, on est plutôt là-dedans au niveau des chiffres. Merci beaucoup. D'autres questions? J'aurais peut-être une remarque. C'est vrai qu'on se rend compte chez nous aussi, c'est un peu la même chose. C'est quand on ne sait plus où mettre les enfants, qu'on commence à penser à l'accueil dans les zones rurales ou dans les familles d'accueil. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien que ce soit plutôt reconnu, nos prestations soient reconnues pour la qualité de l'accueil. Et je pense que c'est un peu la même chose chez vous, je vois bien. Donc c'est vrai qu'on a un énorme travail à faire justement de partage et de connaissance sur la qualité des accueils
qu'offrent les familles paysannes, et on voit que c'est un peu partout pareil. Vous verrez demain, ça sera très intéressant, on aura l'exposé de Maurice Valkenburg qui vient de la Hollande. Et la Hollande a déjà largement dépassé tous ces stades. Ils ont un système assez intéressant où ils donnent souvent, les moyens sont donnés aux bénéficiaires, enfin, si j'ose les citer comme ça, mais en fait, l'argent est mis à disposition des familles et les bénéficiaires choisissent l'endroit où ils veulent aller. Et ça, c'est une avance extraordinaire. Et j'espère qu'on pourra s'inspirer de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des pays qui ont déjà pratiquement 20 ans d'avance sur nous et qui, grâce à ça, ont des moyens, des résultats bien meilleurs aussi. Donc, quand on parlait de l'accueil tout à l'heure par rapport aux résultats attendus par rapport au placement, j'ai eu la chance de visiter une structure en Hollande. C'est un maraîcher en marge d'Amsterdam qui recueillait des gens qui étaient dans la rue la journée. Donc, alors, avec aucune attente, en fait. Disons, le bénéfice de cette ferme, c'était de prendre des gens qui traînaient dans la rue, leur offrir un bon repas au moins une fois par semaine ou autant de fois qu'ils voulaient. En fait, il n'y a pas de limite. Les gens venaient s'ils voulaient. Donc, il y a des bus qui circulaient dans la ville d'Amsterdam tous les matins entre 8h et 10h. Ils ramassaient les gens qui voulaient bien venir. Il leur offrait un repas chaud à midi, l'accueil dans les serres, donc au chaud, des petites activités autour de l'empotage ou quelquefois même des formations. Il y avait des bénévoles qui venaient donner des cours pour gérer un peu d'informatique, un ordinateur, des choses comme ça, mais c'était tous des bénévoles. Mais il n'y avait pas d'attente quant au résultat de la personne qui sortait. Le seul bénéfice qui était pour la société, c'est qu'on offrait juste une journée au choix à ces gens-là. Indépendamment, on ne leur demandait pas de... Oui, ils devaient signer un acte de présence, mais en fait, on ne demandait pas d'augmentation de... J'arrive pas à trouver les bons mots, mais en fait, on ne demandait pas de résultat, d'efficience au bout. En fait, c'était juste un accueil à la journée. Et ça, je trouvais assez extraordinaire, parce qu'en fait, en se donnant si peu d'ambition, on rendait déjà un énorme service à la communauté. Donc c'est vrai que quand on arrivera à faire passer ces messages-là chez nos décideurs, on se rendra compte que c'est aussi possible d'améliorer la qualité de notre système social sans avoir forcément des attentes. On va reparler de la qualité des contrôles demain. Et c'est vrai que tout tourne autour de ça chez nous. Je pense au François aussi. Je suis assez surpris. Comment est-ce que vous contrôlez au niveau de la sécurité? J'imagine que vous avez tout un processus de contrôle, parce qu'en fait, la sécurité dans une ferme, c'est pas évident, surtout quand on accueille des enfants. Et je sais pas, comment est-ce que vous faites? Vous avez des tabelles, un processus où vous basez sur des données qui sont données par l'État? Non, au niveau du cahier des charges, c'est plus des choses de bon sens, si j'ose dire. Plus au niveau interne dans la maison, préconiser une chambre individuelle par enfant, ce genre de choses. Et puis au niveau de l'hygiène, plutôt au niveau de la nourriture locale, voilà, le soin au repas. Au niveau de la sécurité extérieure avec les outils, etc. Accueil paysan, on n'a pas de choses prédéfinies. Après, chaque lieu d'accueil en tant que milieu rural et ferme est censé avoir un dossier, peut-être que vous avez le terme, qui s'appelle au niveau justement de la prévention des risques, une personne qui vient et qui établit tous les risques potentiels sur un lieu comme ça, et du coup qui fait office de... Alors, c'est pas pour mettre des choses en place pour la sécurité, c'est juste, il existe des outils, des ateliers, des tracteurs, des zones vastes, des étangs, voilà. Et en fait, ce document fait lieu d'assurance. D'autocontrôle, en fait. Voilà. Et les personnes qui nous envoient des gens sont censées prendre connaissance de ce document-là et d'en assurer, en fait, de reconnaître les risques potentiels. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas du tout mettre aux normes, si j'ose dire, des fermes immenses, des hectares, voilà. Merci. Et au niveau du système de contrôle, c'est plus quelque chose d'humain, c'est plus... Donc du coup, il y a ce processus de labellisation. On va se rendre sur le lieu une fois au moins au départ. Et ensuite...
régulièrement, entre guillemets, on va continuer à rencontrer les accueillants sur des journées collectives, sur des appels, mais on ne le voit pas tellement sur quelque chose de contrôlant, mais plus sur des échanges pour faire sortir aussi des pratiques qui pourraient être difficiles et où on pourrait partager, se transmettre des... Et le processus de labellisation veut qu'on rentre dans une année de probatoire et qu'il y ait une visite à nouveau au bout de cette année-là, et également ensuite tous les 3 ans pour les accueils sociaux, minimum. Mais voilà, il y a un lien vraiment en interne qu'on essaye fort de suivi, plutôt aussi dans l'idée de ne pas laisser ces accueillants seuls avec eux-mêmes, avant même d'être dans le contrôle, mais plus dans l'aide et dans l'accompagnement, dans le soutien. Merci. Et je profite de remercier Andrea Boré qui va prendre la parole parce qu'elle est représentante d'Agridea, elle est dans notre comité et c'est elle qui a pu mettre en place le système d'inscription, mais aussi mettre en place l'accueil ici à Grangeneuve. Donc un très grand merci, Andrea. Merci. Alors, on voit que chacun à son niveau, on contribue. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des belles choses aussi. Hein. Chacun a ses réseaux. Et là, ce qui m'intéressait encore justement, c'est de savoir le soutien de la politique agricole en France. Oui, pardon. Comment est-ce que vous pouvez... le décrire en fait, parce que vous avez pas mal de structures, vous avez aussi des centres de recherche ou bien autrement des associations, et là vous en avez peu parlé. Est-ce que ce serait pas aussi intéressant par rapport au soutien pour pouvoir pour la rémunération, pour la reconnaissance en fait, ou quelle est la politique? Au niveau des partenaires, vous voulez dire, j'ai raté le début vu que j'avais... Oui, non, au niveau, effectivement, la politique agricole ou les partenaires agricoles, comment est-ce qu'ils voient, en fait, Accueil Paysan, quel est le poids qu'ils donnent par rapport à l'agriculture productrice produit? Oui, il y a du soutien et des partenaires à ce niveau-là, des partenariats, des gens qui sont en lien avec ces partenaires-là. Je ne suis vraiment pas la mieux placée pour parler de ce sujet-là, déjà parce que je suis plutôt récente dans le réseau et de mon statut d'actrice rurale, donc je n'ai pas de pied dans le monde de l'agricole et de la MSA qui régit la structure agricole. Mais j'ai des documents faits par Accueil Paysan qui répertorient aussi les partenaires, tout ça, qui sont peut-être plus éloquents que moi à ce sujet-là. Oui. Quelques éléments de réponse par rapport à la question du soutien finalement à un réseau tel qu'Accueil Paysan. Je pense que Accueil Paysan a une image peu appréciée par les milieux agricoles traditionnels. Bon, déjà. Bon, autrement dit, les grands agriculteurs, les syndicats de grands agriculteurs, etc. On est des hippies, c'est ça? Pardon? On est des hippies, c'est ça? Non, je n'allais pas dire ça. Mais maintenant, si tu as envie d'être une hippie paysanne... Mais en plus, Accueil Paysan a été créé par un syndicat agricole qui est un syndicat de petits paysans, qui est la Confédération paysanne, et qui a du mal aujourd'hui à émerger dans ce qu'on appelle les chambres d'agriculture, qui est en quelque sorte qui sont des chambres consulaires, qui regroupent les agriculteurs, qui les représente et qui les soutient. Et Accueil Paysan, la Confédération paysanne a du mal par rapport à ces structures-là, institutionnelles, etc. Donc il y a peu de soutien de l'État, pour parler de l'État, ou des régions. Alors la région, par exemple, si on prend Auvergne-Rhône-Alpes, en 2017, la région elle a supprimé les subventions à toutes les assos
à toutes les associations, mais notamment Accueil Paysan. Il y avait plusieurs employés à Voilà. ce moment-là et on n'a plus aucun donc il a employé. fallu licencier les permanents, etc. Et Accueil Paysan a eu des grosses difficultés à ce moment-là. Et il se relève à peine là. Donc vous voyez, le soutien il est quasi inexistant en fait, pour être précis. Hein. MSA, juste pour dire, par exemple, par la MSA, on a fait intervenir lors des derniers... Mutuelle sociale agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale chez nous, mais pour les agriculteurs. Et donc, du coup, on a fait intervenir lors de nos dernières journées quelqu'un de la MSA, justement. Et en fait, il a rajouté une rubrique, lui, dans les ressources des agriculteurs. En fait, il n'était pas noté l'agriculture sociale. Et il l'a rajouté. Il a dit, bah oui, effectivement, c'est une ressource. Donc c'était intéressant. C'était intéressant de le faire venir, parce qu'il y a longtemps qu'on voulait faire venir quelqu'un de la MSA, c'était jamais fait, là on l'a fait. Mais pour dire qu'il n'y a pas de soutien, en fait, l'agriculture sociale, dans le milieu agricole classique, il n'existe pas. C'est assez dramatique. Mais comme disait Gérald, c'est la FNSEA qui cornaque complètement l'agriculture en France. Donc il n'y a qu'eux qui ont droit à la parole. Et là, il va y avoir les élections. Ouais, pardon. Voilà. Donc c'est les seuls. Ah, c'est les seuls interlocuteurs de l'État, par exemple. Ce qui est anormal, parce qu'il y a d'autres agricultures et tout ça. C'est pour ça aussi que d'autres agricultures ont du mal à émerger d'autres approches. Oui, on constate que c'est partout, c'est un petit peu un sacré défi. Et pourtant, toutes ces différentes formes d'agriculture contribuent à la communication ville-campagne. Et notamment aussi au développement rural et autres. Voilà. Mais je suis surprise et je croyais que c'était un petit peu plus véhiculé parce que je l'ai vécu avec l'école à la ferme, donc l'accueil des enfants avec Accueil Paysan, qu'on avait eu contact il y a une vingtaine d'années en arrière déjà. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Marc sur le green care hollandais. Alors on va entendre, demain on va entendre une personne des Pays-Bas, mais en tant que chercheur, j'ai pas mal travaillé avec des chercheurs hollandais sur l'agriculture sociale là-bas, etc. Et il y a eu une rupture en Hollande sur la façon de soutenir l'agriculture sociale. Parce que, je dirais, jusque dans les années 2014-2015, vous aviez des structures régionales qui, en quelque sorte, promouvaient l'agriculture sociale et finançaient les agriculteurs qui accueillaient. Et puis l'État a cassé ces trucs-là et a dit maintenant, on va distribuer un petit paquet d'argent à chaque personne bénéficiaire potentielle et cette personne va le dépenser comme elle veut. Elle va se payer une journée d'accueil, etc. Et il y a eu une grille de rémunération des paysans qui fait que on a vu le prix de l'accueil pour des personnes handicapées à faible pathologie diminuer. Alors, du coup, il y a eu une mise en concurrence en quelque sorte des pathologies, et vous avez eu de plus en plus de schizophrénie qui sont apparues en Hollande. Et du coup, ça permettait de remonter le tarif d'accueil, l'argent reçu par les personnes handicapées qui pouvaient aller à la ferme. Mais il y a eu comme ça des effets pervers de mise en concurrence, parce que du coup, maintenant, la personne bénéficiaire, c'est un client. Hein. Le mot officiel, c'est client. Et dans les projets européens, on a toujours un peu de mal avec cette conception de la clientèle, qui est la conception du marché, en fait. On est sur un marché. Bon, voilà, ça pose quand même plein de questions de fond, cette histoire de green care en Hollande. Et en Belgique, pareil. Bon, on y reviendra.
je ne m'attendais pas à ça, ce qui vient de dire Gérald. Je sais que c'est le sujet de demain, mais je ne serai pas avec vous. Parce que justement, demain, j'ai des rendez-vous médicaux et après, je pars aux États généraux des agricultures alternatives. Donc, je pense que ces sujets-là, d'ici, vont avoir une certaine continuité qui se font au centre de la France, à Joigny. Mais du coup, j'aurais jamais pensé pourquoi est-ce qu'en partie le sujet d'agriculture sociale thérapeutique me parle. Comme disait Cyril tout à l'heure, des fois on a des expériences d'enfance qui sont enfouies et qui apparaissent à certains moments. J'avais 16 ans quand j'ai participé à un programme d'échange éducatif entre des jeunes catalans, parce que je suis originaire de Barcelone, et un centre social de Maastricht en Hollande. On était, ça a été très basique, une semaine dans laquelle les jeunes catalans étaient là-bas, et une semaine où c'était le contraire. C'était les moyennes de l'époque, il n'y avait pas... C'était 1996. Donc nous... Oui. 95 ou 96. 95 ou 96. On est arrivé là-bas et peut-être du fait que c'était un centre social qui nous accueillait, on a visité plusieurs types de choses. Le Parlement de la Haye, des machins comme ça. Et un jour, ils nous ont plantés en plein milieu de... On communiquait en anglais, et on était jeunes, et notre niveau de domine de la langue parfois faisait barrière. Et je me rappelle d'avoir été surprise d'atterrir carrément en plein milieu d'un jardin, tout plein de mauvaises herbes. On ne comprenait pas grand-chose. C'est une espèce de potager dans lequel... Imaginez-vous que nous, en tant qu'ados à cette époque-là, pour nous, c'était un truc bizarre. L'Hollande, c'était le seul pays où la consommation de drogue, donc du cannabis, était permis. Mais évidemment, cela n'était pas sans risque, sans conséquence au niveau du système sanitaire. Et il y avait des personnes qui développaient des pathologies à la suite de drogue-dépendance. Donc ce jardin-là était... Les portes ouvertes, je pense que ça n'avait pas encore été mis en place, cette histoire de le paiement à l'acte. Les personnes de partout de l'agglomération de Maastricht, parce que là-bas c'est 3 cantons et j'imagine qu'il y a des politiques différentes, qui pouvaient débarquer dans le jardin pour participer à faire pousser des petites plantes, surtout des aromates. Et que nous, à l'époque, on avait posé des questions aussi connes à l'encadrant qui nous faisait visiter le jardin. J'ai dit, mais pourquoi c'est tout plein de mauvaises herbes? Parce que c'est des personnes qui viennent ici et apprennent. Ils ne sont pas agriculteurs, donc il y a des choses qu'ils ne savent pas faire, mais ici, c'est OK. Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup sur l'histoire d'avoir des lieux ouverts, ressources, comme Jean-Marc l'expliquait tout à l'heure, sur le fait qu'on ait la liberté d'y aller, et le regard que nous, on y porte depuis l'extérieur. Merci de l'écoute. Merci, je crois qu'on est nombreux à s'être levés très tôt ce matin et je pense que c'est le moment de la pause. Si vous voulez revenir sur des questions